C'est l'heure de votre journal Yorana. Merci d'être au rendez-vous. Voici les titres. Si les militaires français n'ont pas pour le moment vocation à entrer sur le territoire ukrainien et affronter l'armée russe, l'inquiétude est grande chez les familles. Vous allez entendre dans ce journal des témoignages poignants de parents dont les enfants sont en mission. La levée de la majorité des restrictions sanitaires est une réelle bouffée d'air pour tous. Habitants, chefs d'entreprise, mais aussi personnel de l'éducation disent oui. To'ere et Pahou résonnent à To'ata. 11 établissements s'affrontent autour de la danse traditionnelle. Les élèves de Uapau et de Ta'a comptent bien mettre en avant leur culture respective. Et nous serons en direct aussi depuis Pa'ufei dans un instant avec Suliane Favenek. Enfin, nous terminerons notre tour de l'actualité à Fakarava. Sur cette île des Tuamotu se trouve une écloserie de nacre. La première du Fénois, c'est notre Aai Fénois. Depuis le 24 février, début de l'offensive russe en Ukraine, la France déploie des moyens pour s'intégrer dans les plans de l'OTAN. Les militaires français sont en alerte. Et parmi eux, des Polynésiens, bien sûr. Aux Fénois, l'inquiétude de leur famille est grande car les communications sont presque impossibles. Pour apaiser sa douleur, Tavita, père de militaire, chante en espérant pouvoir entendre la voix de son fils très bientôt. Natacha Silagi, Hayata Buluk et Rowan Potoru. Le papa de Matoa est chanteur et musicien. Son fils s'est engagé dans la marine il y a 2 ans. Il est en mission sur le porte-avions Charles de Gaulle, qui se rapproche de la zone de conflit. 2 fois par semaine, Tavita l'appelle via Messenger. La pression monte inexorablement. C'est la peur qui est venue en premier. Hein. Comme tous parents, c'est dès que tu entends que voilà, ton fils est envoyé en Ukraine sûrement, étant donné en plus qu'il est sur le Charles de Gaulle, donc c'est sûr qu'il dit guerre sûrement, il y a des conséquences derrière. C'est grâce à la musique qu'il réussit à faire taire un peu l'inquiétude. Je pense que c'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui, ce qui se passe là-bas. Et puis, ouais, c'est quand même décevant. Hein. Il y a quand même de la chance de vivre ici en Polynésie, quand même. Et ce qui se passe là-bas, j'espère qu'ils vont trouver comme un accord, quand même, avec le président Macron, enfin, tous les présidents. Au moins que la paix puisse revenir, quoi. Vahina ne dort plus. Son fils Moyava s'est engagé dans l'armée l'an dernier. Lui aussi est mobilisé par l'OTAN pour la guerre en Ukraine. Toute la famille craint le pire. C'est très très lourd pour maman, mais je te mettrai dans mes prières. J'ai pu discuter avec mes parents, je les ai rassurés comme quoi il ne fallait pas s'inquiéter. Parce que c'est le métier, c'est notre devoir. Et ils sont tous là, ils sont tous unis entre Aïtou pour tout ça. Pour donner de la force à son fils, Vahina lui a envoyé ses petits plats préférés. On a demandé des sao, de la soupe ramen, du gesdal, tout ce qu'on avait l'habitude de manger ici. Ben, c'est ce qu'on avait pris tous nos alimentaires, quoi, polynésiens. Et un ukulélé pour partir en mission. Et un ukulélé pour partir en mission. Et la France a déployé en urgence près de 500 militaires français depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. 2 ans que nous vivons barricadés sous les masques pour lutter contre l'épidémie. Dès le 14 mars, cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir, puisque vous le savez, la majorité des restrictions sanitaires est levée. Nul doute que ces annonces ont été accueillies avec un grand soulagement, car avec elles, la promesse d'une nouvelle ère. Reportage de Suliane Favenek et Mirko Vanfou. Un vent de liberté va souffler à partir de lundi. Terminé l'obligation de porter le masque dans la rue et dans les établissements publics. Les Polynésiens sont unanimes. C'est un grand ouf de soulagement. Ah, c'est mieux, hein? Comme ça on respire mieux, on parle bien, hein? Parce que comme ça on ne parle pas du tout bien hein, avec le masque. Hein? Et depuis le début du premier confinement, on avait le masque jusqu'à aujourd'hui. Vivement
vivre sans le masque? Ah, chouette. Chouette. Je serais très heureuse de ne plus porter ce masque-là, parce que ça étouffe aussi. Autre décision, celle d'alléger encore un peu plus l'obligation vaccinale. Les enseignants sont eux aussi désormais exemptés de vaccins, de quoi ravir ceux qui s'étaient battus contre. C'est du bon sens et une logique par rapport à ce qui a été annoncé. Après, on s'était levé contre cette décision, et surtout ici en Polynésie française, alors qu'en métropole, les enseignants n'étaient pas concernés par l'obligation vaccinale. Donc c'est sûr que les enseignants, nos collègues qui ne voulaient pas du tout être vaccinés, pour eux c'est un grand ouf. Dernière levée, celle du pass vaccinal. Un mois à peine après sa mise en place, il saute lui aussi. Plus besoin donc de ce précieux sésame pour se rendre dans les îles ni dans les boîtes de nuit. Si cette décision est un soulagement pour les professionnels, ils ont néanmoins payé le prix fort des restrictions anti-Covid. Alors ils espèrent que des mesures d'aide exceptionnelles seront prises. L'État et le pays a planché sur des aides pour nous accompagner à retrouver nos chiffres d'affaires au plus vite. Il y a urgence et qu'on puisse garder nos établissements, parce que là, c'est OK, on est ouvert, mais qui nous dit qu'on ne va pas se retrouver en liquidation? Est-ce que l'État français et le pays va nous accompagner là-dessus? Est-ce qu'ils ont réfléchi? J'ai peu d'espoir. Quoi qu'il en soit, professionnels ou non, tous espèrent que ce vent de liberté ne s'envolera pas à la fin des prochaines élections. Pour l'heure, seul le pass sanitaire reste encore en vigueur pour les 12 ans et plus lors des visites et des soins programmés dans les établissements d'hospitalisation et les cliniques. Le port du masque sera aussi toujours obligatoire dans les transports collectifs. 7 ans de prison ferme, ce sont les peines prononcées par le tribunal à l'encontre des têtes du trafic d'Ice entre Hawaï et la Polynésie. Il s'agit en l'occurrence d'Andrew Smith et Médéric Tavayari, des peines conformes aux réquisitions, mais pour le reste des trafiquants, les juges ont été plus sévères. 5 mandats de dépôt ont été ordonnés assortis de peines d'emprisonnement de 3 à 5 ans. Pour rappel, cette affaire impliquait 14 personnes. Loris Petavit, avocat, répond à Patita Savia. On n'est pas surpris, on sait effectivement qu'en matière de répression de problématiques d'ICE, les peines requises ou les peines sont en principe lourdes. Après, ce qui est particulier dans ce dossier, c'est que c'est un dossier qui a été très longtemps à l'instruction et on parle de faits qui datent de 3-4 ans. Donc vous avez des gens qui comparaissaient libres aujourd'hui, qui s'étaient réinsérés, qui avaient trouvé du travail. Et on se demande si effectivement, 4-5 ans après, alors que ces gens ont déjà fait le parcours pour sortir de cet univers-là et de ces travers-là, est-ce que les renvoyer en prison pour des années, est-ce que c'est la bonne solution pour la société? Je ne suis pas certain, je crois qu'il y a d'autres voies qui sont possibles également. Est-ce que vous pensez à faire appel? Évidemment, c'est toujours une question qu'on se pose. On verra, j'en discuterai avec mes clients. Et la dépêche de Tahiti sera fixée sur son sort le 28 avril prochain. La Cour d'appel statuait sur la levée ou non de la liquidation judiciaire du quotidien au cours d'une énième audience. Une liquidation qui avait été prononcée, je le rappelle, en octobre 2019 et qui concernait une trentaine de salariés. Ce 10 mars est une journée dédiée à la sensibilisation du grand public sur l'importance des maladies rénales dans le monde. Des affections silencieuses dans le diagnostic tardif multiplient les conséquences. Au Fénois, 600 patients sont atteints d'insuffisance rénale chronique et pour la majeure partie des cas, le dépistage a été réalisé à l'approche du stade terminal. Le recours à la dialyse ou la greffe est alors inévitable. Sandroli, Patita Savia. Alors Raymond, allez, ça va, c'est bon? Raymond a 54 ans et fréquente la salle des machines de dialyse depuis 6 ans à raison de 3 fois par semaine pour 4 heures de séance de traitement du sang. Tu sais pourquoi? Si on ne vient pas, on meurt. C'est ça. Raymond pèse aujourd'hui 95 kilos. Avant d'être dialysé, il en pesait plus de 150. Il avoue avoir un faible pour le sucre. Au stand de dépistage, on apprend comment prendre soin de ses reins, ne pas trop manger salé, avoir une bonne alimentation et faire du sport. Une insuffisance rénale, quand les reins ils fonctionnent un peu moins bien, pendant très longtemps, c'est complètement asymptomatique. On n'a pas de symptômes, on a l'impression que tout va bien. Et en fait, c'est des choses comme l'hypertension, comme le diabète qui ne sont pas traitées, qui vont progressivement altérer ce filtre qu'est le rein.
Et donc, si on a de l'hypertension, si on a du diabète qu'on ne traite pas, même quand c'est un tout petit peu au-dessus des normes, eh ben, ça va caraméliser les reins pour le diabète, ça va exercer une pression trop importante sur le rein et progressivement, on va perdre en fonction des reins. Le dépistage est le seul moyen pour détecter la maladie des reins. Chez la famille de Titawa, sa mère est dialysée. Et pour ne pas vivre le même calvaire qu'elle, elle a décidé de faire des tests. C'est important parce qu'il y a de plus en plus de malades en insuffisance rénale. Et c'est mieux de faire de la prévention pour éviter justement d'arriver à la dialyse, quoi. Le Tavana de Mahina a même invité les agents de la commune à se faire dépister. C'est lourd quand même de subir une radiodialyse déjà une journée. Et là, c'est 3 fois par jour. Donc vous faites le calcul. Ça a quand même un impact financier également. Donc la santé est importante en tant que maire que je suis. Si vous êtes malade et que vous avez des douleurs dans les jambes, le cœur qui bat vite, le manque d'appétit et autres anomalies, n'attendez plus, allez consulter votre médecin. Place tout de suite à notre rubrique consacrée à l'élection présidentielle. Après 2 élections derrière Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, brigue l'Élysée en campagne pour la France des jours heureux. Le candidat séduit autant qu'il interroge. Dans son programme, un chapitre est spécifiquement consacré aux Outre-mer pour lesquels il souhaite profondément transformer les rapports. Serge Massot, Emmanuel Morel. Fabien Roussel est entré en campagne avec un slogan, « Manger sain et à sa faim ». Un projet révolutionnaire, selon lui, qui passe par l'autonomie alimentaire. C'est la force, justement, de notre République, de pouvoir échanger entre tous nos territoires, sur tous les continents, et pouvoir manger le meilleur de ce qui peut se produire partout. La pomme de terre de France, la canne à sucre de la Réunion, la mangue des Antilles. Enfin, mais c'est une richesse merveilleuse, que le bon soit accessible à tous. Pour lutter contre le chômage, la vie chère et les inégalités sociales, il propose une grande loi de programmation pluriannuelle pour les Outre-mer. En partant de leurs besoins qu'ils expriment et qui leur permettent rapidement de rattraper les retards en matière de services publics, de rattraper les retards en matière d'accès au logement pour tous, de faire en sorte que les emplois soient priorisés aux habitants de chacun de ces territoires. Fabien Roussel estime que les ultramarins doivent être respectés et écoutés et se dit favorable à accorder une plus large autonomie de gestion pour développer les coopérations régionales. Je permettrai à ces territoires de pouvoir avoir des relations économiques, des accords de coopération avec les pays voisins hors Union européenne, et si ça ne porte pas préjudice aux intérêts de la France. Le candidat communiste veut garantir l'usage des langues locales. Il souhaite que l'histoire de l'esclavage soit enseignée dans toutes les écoles et même créer un jour d'hommage national férié. Pour que l'on puisse se souvenir et que l'on puisse valoriser ces hommes et ces femmes qui, malgré le poids de leur chaîne, ont réussi à les faire sauter. C'était, à l'échelle de l'humanité, pas si vieux que ça. En 2007, Marie-Georges Buffet, dernière candidate communiste à l'élection présidentielle, avait recueilli 1,93% des suffrages. Et nous saurons le 10 avril donc combien de suffrages obtiendra Fabien Roussel. En avril, il s'agira du premier rendez-vous électoral de l'année. Le second se tiendra en juin avec les élections législatives. Nous allons aborder les questions pratiques avec vous, Cybèle. Bonsoir. Bonsoir. S'il en est absent, le jour du scrutin, peut-on tout de même voter ? Et oui, avec le vote par procuration, voter par procuration, c'est demander à quelqu'un de placer le bulletin dans l'urne à votre place, de voter à votre place. Celui qui donne procuration, eh bien, c'est le mandant. Et celui à qui vous confiez votre vote, eh bien, c'est le mandataire. Il faut savoir que c'est un électeur qui doit absolument voter pour vous. Il est forcément inscrit sur les listes électorales. Et
Et faut-il être inscrit dans la même commune? Eh bien, c'est la nouveauté de 2022. Non, on n'est pas obligé d'être inscrit dans la même commune. Le mandataire et le mandant n'y sont plus obligés. Le mandataire, par contre, doit se rendre dans le bureau de vote du mandant pour participer au scrutin. En clair, par exemple, si vous habitez et que vous avez l'habitude de voter Afa'a, eh bien, vous pouvez tout à fait, dans la même journée, rejoindre Afraïtou pour voter si on vous a donné une procuration. Alors, vous allez me demander à combien de procurations on a droit. Eh bien, chaque électeur peut recevoir une seule procuration si elle est établie en France, en tout cas sur le territoire français. Et éventuellement, il peut en avoir une autre si elle a été établie à l'étranger. Je pense notamment à nos étudiants, les étudiants qui peuvent étudier au Canada, aux États-Unis, en Espagne, par exemple. Et y a-t-il une date limite, un délai à respecter? Eh bien, oui et non. Une procuration peut être établie à tout moment, jusqu'à même au moment de l'élection. Mais il est fortement conseillé de la réaliser avant, de remplir les formulaires avant, à cause des délais d'acheminement en mairie. Ils peuvent s'avérer longs. Et puis, si on s'y prend trop tard, eh bien, on ne peut pas voter. Effectivement. Et l'affaire des procurations à Arouet lors des municipales de 2020, on s'en souvient. Est-ce que cela a changé quelque chose, selon vous? Ah oui, tout à fait, puisque cette affaire a révélé 115 procurations irrégulières. Donc, autant vous dire que les agents qui réceptionnent les demandes, eh bien, le Haut-Commissariat me l'a encore confirmé aujourd'hui. Je cite, « Les procédures internes de contrôle ont été renforcées pour garantir le respect du code électoral ». Cela signifie qu'il y a une vigilance accrue. Je vous rappelle qu'il faut quand même se présenter en personne avec une carte d'identité. Vous pouvez donc vous rendre au commissariat de police pour réaliser ces procurations, en brigade de gendarmerie, au tribunal également, que ce soit à Tahiti ou à Nukuhiva ou encore à Ayatea. En cas éventuellement de problèmes de maladies graves, éventuellement les agents peuvent se rendre à votre domicile pour établir ces procurations, mais il faut le justifier. Merci beaucoup, Cybèle, pour toutes ces informations pratiques. Et voilà qui referme cette rubrique. Ce n'est pas un Heiva Tahiti, mais bel et bien un événement culturel à vocation pédagogique. Le Heiva Tauria 5e du nom verra 11 établissements s'affronter sur scène. Le collège de Ta'a et de Uapau représenteront fièrement leurs îles respectives. 2 mois que les élèves préparent leur spectacle. Hitimanaki et Arihwetif Afana les ont suivis dans leur dernière répétition. Regardez. 4 jours maintenant que le collège de Uapau répète à Tahiti. Ce ne sont pas moins d'une 40aine d'élèves de 7 établissements qui vont représenter leur île et surtout promouvoir leur culture sur le thème de la langue. À plus de 1300 km de Tahiti, venir présenter leur spectacle est pour eux un honneur et une chance, car c'est la première fois que ces enfants marquisiens participent à ce concours. C'est une très grande chance, c'est la première fois. On espère juste gagner. On va tout donner sur la scène. Déjà, il y a le petit trac qui passe, mais après, c'est l'habitude. Je sens l'esprit d'équipe, je sens qu'il y aura de la force. Je leur fais confiance et je crois en eux. Fraîchement débarqués à la capitale, ces élèves de l'île Vanille ont choisi le thème de la pêche au caillou, une pratique ancestrale remise au goût du jour pour être présentée devant des milliers de personnes. Un stress palpable pour ces enfants de Ta'a qui, eux, n'ont pas l'habitude d'avoir un si grand public. Oh, ils sont carrément beaucoup de stress. Il y a beaucoup de gens jeunes qui sont contents de venir danser, de représenter Ta'a. Et on a beaucoup de stress aussi parce qu'on va quand même danser devant beaucoup de gens. 11 collèges cette année pour la 5e édition du Heiva Tauria. Grâce à cet événement, nos cultures vont rester vivantes afin que les générations futures puissent se rappeler d'où elles viennent.
Et le coup d'envoi a été donné à 17h à Toata avec la cérémonie du Rahiri. Et le Collège de la Terre des Hommes devrait faire son entrée sur scène dans quelques minutes. Juliane Favenek, vous êtes sur place. Oui, on est sur place, tout à fait, Ayata. Alors, vous l'avez dit, ça a commencé. C'est d'abord le collège de Pomarekat qui a ouvert les festivités. Et effectivement, vous l'avez dit, c'est bien le collège de la Terre des Hommes, WAPO, qui est derrière moi, qui donc continue le spectacle. Il y aura au total 4 collèges ce soir qui vont monter sur scène avec différents thèmes. L'enfant Teri-Itahi, Terahui, ou encore la tentation, ou bien même langue, culture et identité. Ce seront donc les 4 thèmes abordés. Un spectacle, des spectacles que les collégiens ont travaillé toute l'année. Et j'ai justement avec moi Karoa Nui Evan. Evan, tu viens donc de Nukuhiva et vous allez présenter demain votre spectacle. Est-ce que vous avez hâte? Oui, effectivement, nous avons hâte de mettre le feu sur scène et surtout de représenter notre île et notre culture. Est-ce que vous êtes prêts pour demain? Oui, nous sommes prêts. Nous avons beaucoup répété pendant nos temps libres. Oui, nous sommes prêts. Est-ce que vous êtes fiers demain de pouvoir monter sur scène ici? Oui, nous sommes très fiers de représenter notre île et notre culture. Merci beaucoup Evan. Donc Ayata, vous l'aurez compris, il va y avoir 3 soirées d'ambiance. Les soirées devraient se terminer samedi soir avec la remise des prix. Au total, 11 prix seront décernés par les membres du jury, Ayata. Merci beaucoup, Juliane Favenek et Hiti Malaki, pour ce point en direct depuis Toata et qui succédera au collège de Bora Bora. Vous l'avez entendu, réponse samedi soir à partir de 21h15. Pour terminer, direction Fakarava pour découvrir la première écloserie de nacre du Fénois, une révolution dans le secteur perlicole qui a permis à plusieurs professionnels de rebooster leur récolte. Mais avec la crise sanitaire, les ventes se sont arrêtées. Aujourd'hui, ces propriétaires se retrouvent avec des millions de nacres sous les bras. Le reportage au Tuamotu de Corinne Tehitia et Heidi Enko. Anna est ingénieure en agronomie. Depuis 2016, elle est à la tête de la seule écloserie de nacre au Fénois, un univers dans lequel elle berce depuis sa plus tendre enfance. Après plusieurs années d'études, elle décide avec ses parents d'ouvrir ce laboratoire et ça tombe bien, la demande est là. Du coup, ils investissent et Anna réalise par la même occasion le rêve de ses parents. Et les premiers résultats sont plutôt encourageants. Au début, on a commencé avec 20 000 nacres, après on a réussi à en faire 600 000 et puis après on a réussi à en faire 1,5 million d'un coup. Donc là, en élevage, sur mes concessions, j'ai 1,5 million de nacres, taille greffable en élevage. Et la méthode de travail est minutieuse. C'est comme les bébés, hein, ça mange, ça défèque, voilà, ça fait que ça toute la journée. Donc tous les jours, je dois les laver. Et donc, je les nourris toutes les 3 heures quasiment. Et donc, des fois, c'est même la nuit. Hein, quand elles sont petites larves comme ça, c'est aussi la nuit. Et les commandes s'enchaînent, sauf que la crise sanitaire a tout gâché. Et 1,5 million de nacres, c'était pas pour moi, c'était pour vendre aux perliculteurs qui m'en avaient commandé. Et donc j'ai fait une grosse production en conséquence. Et arrivé le Covid, et les perliculteurs étant en difficulté, ils ont tous annulé leur achat de nacre. Donc je me suis retrouvée avec tous mes petits naissins sur les bras. Et depuis 2 ans, je les élève à ma charge. Des nacres qui évoluent aujourd'hui sur une surface maritime de 120 hectares. Elles sont toutes taille greffable. Elles font 11 cm et donc elles présentent des super jolies couleurs. Il n'y en a pas une seule malade. Les collecteurs sont super propres comme on a vu là. Et ils sont propres comme ça naturellement dans le lagon parce qu'on fait en sorte, on coule les lignes pour les nettoyer. Et donc voilà, elles sont prêtes. Résultat, Anna s'est reconvertie à la greffe pour ne pas gâcher sa production. Elle a réussi à produire des perles noires et colorées et le résultat final est magnifique. Aujourd'hui, Anna fournit les 6 fermes perlicoles de Fakarava et d'autres îles au Tuamotu, mais cela ne suffit pas à écouler le stock.
L'information principale du jour, l'inquiétude des parents pour leurs enfants engagés dans l'armée alors que les tensions mondiales sont à leur comble. Depuis le 24 février, début de l'offensive russe en Ukraine, la France déploie des moyens pour s'intégrer dans les plans de l'OTAN. Les militaires français sont en alerte et parmi eux des Polynésiens. Aux Fénois, l'inquiétude de leur famille est grande car les communications sont rares, voire impossibles. Quelle prise en charge pour les toxicomanes? On en parle demain dans votre matinale radio. Romain Bourdoncle, le directeur du centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie, sera l'invité café. 2 ans de Covid au Fénois, c'est à la une de la dépêche de Tahiti. Et Tahiti Info s'intéresse à ces chargés d'études de l'Assemblée. L'affaire fait pchit. Après Yannick Jadot hier soir, Nathalie Arthaud nous dévoile son programme pour les Outre-mer. Dans le cœur est la lutte pour le pouvoir d'achat et la hausse des salaires. Et puis, comme chaque soir, vous suivrez les épreuves des Jeux paralympiques à Pékin. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je cède ma place à Marouki Dury. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.